Bonjour à tous, bon après-midi. Et je vais essayer d'être le plus bref possible, mais on dit toujours ça, puis ensuite on s'aperçoit qu'on est plus long que prévu. Donc je voudrais juste dresser un petit peu la toile de fond du sujet de cette table, sur les problèmes du financement de l'économie, en rappelant d'abord qu'est-ce que c'est que financer une économie, quelles sont les différentes conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse dire qu'il y a un financement de l'économie qui a lieu. Alors la première chose qu'il faut toujours garder en tête, le point de départ du financement, c'est le fait qu'on dispose d'épargne. Il faut qu'il y ait des gens qui dépensent un peu moins que ce qu'ils gagnent à un bout de la chaîne. Sans épargne, on ne peut pas parler de financement d'une économie. Ça, c'est vraiment la matière première dont on a besoin. À un bout de la chaîne, des gens qui dépensent moins que ce qu'ils gagnent. À l'autre, il ne faut pas oublier que, toujours pour qu'une économie puisse être financée, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de prendre le risque de s'engager dans des activités de construction d'usines. Il faut qu'il y ait une demande de capitaux propres et puis aussi une demande de prêt des gens qui prennent le risque d'accepter de s'endetter avec bien sûr l'engagement de rembourser, sinon c'est trop facile, dans un délai raisonnable. Donc tout ça, c'est deux choses très importantes. Il y a une chaîne avec d'un côté des gens qui dépensent moins que ce qu'ils gagnent et de l'autre des gens qui acceptent de s'endetter, de faire appel à des apporteurs de capitaux propres, à des actionnaires. Alors, le problème, c'est qu'il faut aussi, il ne faut jamais l'oublier, une troisième catégorie de gens pour que ça fonctionne. Il faut des gens qui prennent le risque de toutes ces opérations. On a dit que celui qui s'endette prend des risques, celui qui investit dans les actions d'une entreprise, il prend des risques, il prend le risque celui-là de perdre carrément son argent. L'autre, il prend juste le risque de ne pas être remboursé. Et puis, pas à temps. Le problème que vous avez, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes qui épargnent, c'est-à-dire qui amènent la ressource dont on a besoin, et qui prennent les risques liés au prêt ou à l'investissement dans une entreprise de cette épargne. Et c'est là où nos sociétés disposent de systèmes financiers qui sont beaucoup plus développés que ceux qu'on avait connus au siècle dernier. Au siècle dernier, c'était pratiquement le même qui épargnait et qui prenait les risques de prêter son épargne. Pensez aux emprunts russes de nos rentiers, ou aux actionnaires capitalistes qui dégageaient avec les profits de leur entreprise, réinvestissaient dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette activité de prise de risque, elle est prise en charge par des systèmes financiers qui sont extrêmement développés, alors parfois on dira trop développés, en tout cas dont la mission principale, c'est de canaliser l'argent, l'épargne, vers ceux qui acceptent de l'emprunter, qui prennent le risque de l'emprunter, et en même temps de gérer et d'apprécier les risques liés à ces opérations. Alors ça, c'est vraiment le maillon central, celui qui, aujourd'hui, conduit à ce qu'on s'interroge. Pourquoi est-ce que les systèmes financiers sont des systèmes relativement fragiles? Parce que si vous réfléchissez, qu'est-ce qui circule dans un système financier? Il circule deux matériaux très corrosifs. Le premier, c'est de l'argent. Alors, on en parle beaucoup, mais il faut se rappeler que c'est quand même ça qui circule dans le système. Le deuxième, c'est des risques. Et quand vous mélangez ces deux choses, de l'argent et des risques, vous comprenez que vous avez une tuyauterie qui va être soumise à des effets de corrosion qui peuvent être assez puissants. Et donc la résistance de cette tuyauterie, sa capacité à faire circuler cet argent, elle est un élément essentiel du financement d'une économie. Alors pourquoi j'ai rappelé ça? Tout simplement parce que ça permet de comprendre quel est le problème aujourd'hui, puisque c'est entre autres, et pas pour la première fois, et pas pour la dernière, le sujet d'une table ronde, quel est le problème posé au financement de l'économie? Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de besoin de financer l'économie? Tout simplement parce qu'une partie de notre système financier, celui de ces pays développés, s'est effondré ou s'est cassé sous l'effet d'une surcharge de prise de risque. C'est ça qui s'est passé, et ça a conduit à ce qu'une partie de ce système financier, des canaux qu'on utilisait, eh bien, ne fonctionnent plus, ils sont taris, ils sont bouchés, ou ils ont disparu purement et simplement. Alors, c'est vraiment le maillon central aujourd'hui qui manque. Si on regarde si de l'épargne est toujours disponible, rassurez-vous, il y a toujours de l'épargne disponible dans l'économie mondiale. Et la meilleure preuve, c'est que cette épargne, comme les canaux qui permettaient de l'amener vers les économies développées ne fonctionnent plus, eh bien, la pression dans le reste du système monte, et cette épargne et ce crédit, il est distribué maintenant dans des économies comme la Chine. Et vous avez un boom du crédit, vous avez un boom du shadow banking en Chine, qui est tout simplement le reflet de l'effondrement du crédit et de l'effondrement du shadow banking chez nous. C'est des vases communicants. La circulation financière internationale, il y a de l'épargne qui rentre dans le système. Si elle ne peut pas ressortir chez nous, ce qui est le cas actuellement, elle ressort ailleurs avec les mêmes effets secondaires et les mêmes prises de risques excessives, potentiellement au moins. Ce n'est pas facile de surveiller un système financier. Et donc la question,
c'est si cette épargne est toujours abondante, eh bien, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de financement de nos économies? Comment est-ce qu'on peut faire qu'un système financier plus prudent n'implique pas un système financier qui ne distribue pas de crédit, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un excès d'imprudence à un excès de prudence? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les différents tuyaux qui jusqu'à présent canalisaient l'épargne qui est disponible dans l'économie mondiale, c'est ça qu'il faut bien garder en tête, la canalisaient vers des projets d'investissement qui étaient relativement prometteurs? Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette épargne, à nouveau, arrive à ces projets d'investissement, à les financer? Alors, il faut conclure, Monsieur Brender. J'y suis, Monsieur Kessler. Merci de me le rappeler. Et donc ça, c'est vraiment la question centrale qui est posée aujourd'hui. Il ne faut pas juste oublier qu'à côté de cette idée de rétablir le fonctionnement normal des canaux qui se sont brutalement bouchés, il y a aussi une autre idée qu'il faut garder en tête, c'est que l'architecture de nos systèmes financiers ne doit pas être figée une fois pour toutes, que le système financier européen en particulier est un système fortement dépendant du financement bancaire, que l'architecture financière d'un système, c'est aussi d'essayer de modifier ce type de rapport, de développer éventuellement le rôle des marchés dans le financement, mais bien sûr d'essayer de le faire en conservant le contrôle de ces développements et pas de façon totalement libéralisme outrancier, dont on a vu malheureusement les conséquences par le passé. Mais l'architecture financière, c'est aussi un des éléments auxquels il faut réfléchir. Bien, bonjour à tous. Je crois que financer l'économie, c'est vraiment la mission principale des banques, de toutes les banques françaises, dont BNP Paribas. La première chose, c'est que nous n'avons pas assisté en France à aucun effondrement du système bancaire, au cas particulier de Dexia, qui était un prêteur spécialisé sur les collectivités locales. Les autres banques françaises n'ont rien coûté aux contribuables et nous n'avons pas en France créé de bulles, notamment dans le crédit habitat. Je voyais hier dans une autre table ronde développer toute l'analyse selon laquelle quand aux États-Unis on prête sur des logements avec uniquement comme garantie la valeur du logement, on est typiquement en risque puisque l'emprunteur, si la valeur du logement à un moment donné devient inférieure ou prêt, il rend les clés de l'appartement et il s'en va. En Europe, nous avons toujours prêté en faisant attention que le ménage soit engagé en fonction des revenus du ménage, et nous n'avons pas, bien entendu, nous avons une certaine fluctuation des prix de l'immobilier, mais nous n'avons eu aucune bulle immobilière en France comme nous avons pu en avoir ailleurs. Donc le système bancaire français a eu des baisses de résultats, mais aucun effondrement. Malgré cela, nous avons considéré normal de participer ces dernières années, au niveau français et européen, à un très gros effort de renforcement des règles de prudence financière, avec une augmentation très forte des fonds propres, des règles de liquidité, des règles de Bâle III, tout ceci sous l'égide du comité de Bâle. Pour prendre un exemple chez BNP Paribas, en 150 ans de 1860 à 2008, nous avions accumulé 28 milliards d'euros de fonds propres. Aujourd'hui, nous en avons près de 70 milliards. Donc, on a fait plus de fonds propres en 5 ans depuis la crise qu'on en avait fait en 150 ans. Donc, un énorme effort de mise en réserve et qui fait qu'aujourd'hui, le ratio de fonds propres de la banque a beaucoup augmenté. La banque est, d'une certaine façon, beaucoup plus solide. Pour arriver à cela, comme c'est un ratio, nous avons assez sérieusement limité nos encours de crédit. Nous l'avons fait, ça c'est un point qui est important. Nous avons chez BNP Paribas 75% de notre activité en Europe, sur 4 grands marchés domestiques, la France, l'Italie, la Belgique et Luxembourg, où nous avons 20 millions de clients particuliers. Et là, vraiment, nous finançons l'ensemble de l'économie. Et puis, nous avons un rôle important au niveau de l'économie mondiale, financement export, financement dans les avions, le shipping, le trading. Et toute cette activité-là, nous l'avons fortement réduite parce qu'il fallait bien que nous réduisions quelque part. Et là, nous avons laissé des acteurs américains, des acteurs asiatiques prendre des places. Donc le système européen a vu sa position un peu se réduire. Je crois que pas d'effondrement et malgré ça, gros effort d'adaptation depuis 3 ans. Le troisième point que je voudrais développer, c'est que je pense que maintenant, il faut passer à une nouvelle phase dans laquelle la priorité est vraiment à la croissance et il faut faire très attention de ne pas aller trop loin dans la régulation. 3 exemples de aller trop loin.
nous avons avoir besoin, comme là aussi ça a été dit par Emmanuel Kessler et Antoine Brender, nous avons besoin en Europe d'avoir une transition dans laquelle, dans les prochaines années, les banques, qui jusqu'ici financent 70% des besoins des entreprises, alors qu'aux États-Unis, elles n'en financent que 30%, les marchés faisant 70% aux États-Unis et 30% en Europe, les marchés financiers, donc les marchés obligataires, vont devoir financer plus les entreprises. Si au même moment, nous mettons en place, comme 11 pays européens veulent faire, dont la France, mais il n'y a ni l'Angleterre, ni les Pays-Bas, ni la Suède, ni le Luxembourg, une taxe financière assez élevée sur les transactions financières, ça va complètement empêcher les activités de marché de se développer. Donc là, on est en contradiction complète entre une volonté de renforcer la taxation des activités de marché et le financement de l'économie. Donc il faut qu'on choisisse. De la même façon, les Américains sont en train sur un ratio qui s'appelle le ratio d'effet de levier, c'est-à-dire le rapport entre les fonds propres et le total des bilans d'une banque, sont en train de vouloir pousser les choses trop loin, et ceci pourrait fortement désavantager les banques européennes. Donc je crois que nous sommes dans un moment où il est très important que le politique, qui s'interroge en permanence sur la croissance, on ne pourra pas redesserrer le frein de l'outil budgétaire, puisque là, même si on a eu 2 ans de délai, il faut absolument remettre en ordre nos finances publiques. Donc du côté budgétaire, l'économie sera contrainte. La politique monétaire est à peu près au maximum de ce qu'elle peut donner en termes de bas taux d'intérêt. Et donc finalement, c'est le crédit bancaire et le financement par les banques et par les marchés qui est l'outil majeur qui peut permettre de financer l'économie. Donc je crois que ça, c'est vraiment tout à fait important. Nous sommes déterminés au niveau de BNP Paribas à continuer à financer activement l'économie dans nos marchés domestiques en Europe et puis à continuer à accompagner les entreprises françaises à l'exportation. Il y a un point aussi qui me paraît important. Nous avons une dizaine de pôles innovation maintenant en France et nous voulons jouer un rôle très actif en accompagnement en fonds propres et aussi en accompagnement au démarrage des nouvelles entreprises, car c'est vraiment le tissu de jeunes entreprises qui permettra de créer des emplois et de tirer la croissance en France. Voilà. Donc je crois que sur le financement de l'économie, le rôle des banques reste central. Nous avons tout à fait admis chez BNP Paribas qu'il y avait un effort d'adaptation réglementaire à faire. Cet effort considérable est maintenant largement réalisé. Il y a un point qui est en cours de mise en œuvre, qui est l'union bancaire, qui est de passer d'une supervision nationale à une supervision qui sera faite par la Banque centrale européenne pour les 130 plus grandes banques en Europe, représentant à peu près la moitié de l'activité bancaire. Il y a 8000 banques en Europe, 130 relèveraient de la Banque centrale européenne. Ça, c'est un point qui est également important. Ça doit déboucher normalement en septembre 2014. C'est un chantier très, très important qui est en cours de développement au niveau européen. Et je crois que les banques françaises restent un atout important pour l'économie française. C'est une des industries dans lesquelles nous avons des positions européennes et mondiales relativement importantes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette position peut être menacée si nous prenons au niveau européen des mesures qui soient trop défavorables à l'industrie bancaire européenne, alors qu'elles ne sont pas prises par les États-Unis ou qu'elles ne sont pas prises par l'Angleterre. Le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'en ce qui concerne les activités de marché, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée, qui est maintenant au Sénat, de séparation des activités bancaires, qui vise à limiter beaucoup les activités, on pourrait appeler ça de spéculation pour compte propre, dans les banques françaises. Nous, évidemment, nous appliquerons cette loi dès qu'elle sera votée, et ceci ne nous pose pas de gros problèmes, car pour l'essentiel, toutes les activités de marché que nous menons sont essentiellement pour le compte de nos clients. Ce sont des émissions d'obligations, des émissions d'actions que nous lançons, que nous organisons pour le compte. Ça peut être les emprunteurs peuvent être des États, des banques, des entreprises. Et par exemple, sur les 2 dernières années, nous avons amené 41 nouvelles entreprises sur le marché obligataire dans la ligne de ce mouvement de transition que j'ai décrit et qui devra se faire sur 10 ans vers davantage de financement des entreprises par le marché et par les activités de marché et moins par les banques. Voilà. Donc je crois que nous sommes très conscients au niveau des banques que nous avons des efforts importants à faire pour
continuer à améliorer la qualité de nos services, pour continuer à financer l'économie de manière active, et c'est quelque chose auquel nous sommes un engagement dans lequel nous sommes dont nous sommes pleinement conscients et sur lequel nous sommes très activement engagés. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais essayer d'être aussi strict que Baudouin Pro. Je veux dire, tout d'abord, il y a un paradoxe, c'est que nous sommes très pessimistes sur le financement de l'économie, on peut l'être, j'ai expliqué pourquoi, alors qu'il y a quand même pas mal de facteurs d'optimisme. Un, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule à travers le monde, si je reprends ce qu'a dit Anton. Deux, vous avez des prises de risques plus importantes de la part d'investisseurs, peut-être moins en Europe que dans d'autres continents, et vous avez des prises de risques de la part de jeunes générations qui sont, en termes entrepreneurial, peut-être supérieures à ce qu'on a connu. Troisièmement, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités aussi d'investissement et de financement dans d'autres parties du monde, et donc il y a une transformation aussi des marchés, des opportunités et de financement et d'investissement. Le fait, c'est qu'il ne faut pas, je veux dire, trop dogmatiser tout ce qui a trait à la finance, parce que la finance, c'est on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un outil, et on s'aperçoit que c'est un outil qui est nécessaire, surtout quand on en manque. Alors, il y a trois questions qui se posent. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui le financement? Deux, c'est comment est-ce qu'on y a accès? Et trois, c'est qui finance? Aujourd'hui, ça a été indiqué, c'est qu'on va de toute façon dans une transformation du financement de l'économie, dans ce sens que nous passons d'une économie qui a été fortement intermédiée vers une économie qui sera de plus en plus désintermédiée. Baudouin a donné les chiffres. Vous avez aujourd'hui dans ce pays 70% des entreprises qui font appel aux banques, 90% en ce qui concerne les PME et les PMI, et caisses des dépôts compris. Et il est évident que dans une économie qui est aussi intermédiaire, il est clair que lorsque les banques ou que lorsque les institutions comme la Caisse des dépôts voient leur bilan de plus en plus rigide, contraintes dans leur prise de participation, eh bien les entreprises vont moins mal. Et il faut donc que nous réfléchissions ensemble pour le financement des entreprises à voir comment est-ce que nous compensons, comment est-ce que nous accompagnons cette transformation du financement de l'économie. Ça veut dire, comment est-ce que nous facilitons l'accès des petites et moyennes entreprises au marché, comme c'est dans le cas dans des modèles anglo-saxons, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans notre pays. Deuxièmement, s'il n'y a pas de nouveaux modes de financement des entreprises qui puissent exister. Je pense c'est pour étaler les risques dans le temps, dans le couple risque-argent qu'a décrit Anton, c'est la titrisation des créances privées qui a été évoquée par certains. Et puis troisièmement, il faut se rappeler aussi que quel que soit l'apport des marchés obligataires, des banques, de la Caisse des dépôts en ce qui concerne le financement à long et à moyen terme, le financement et les plans de financement, ils dépendent avant tout des entreprises. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui doit quand même aussi, au départ, avoir des ressources pour pouvoir se financer et qu'elle les apporter, que ce soit à des investisseurs bancaires, que ce soit au marché ou que ce soit à la Caisse des dépôts qui intervient, elle aussi, en investisseur avisé, c'est-à-dire en co-investissement, que ce soit à long ou à moyen terme. Troisième élément sur l'accès au financement, c'est que l'économie à financer ne se réduit pas aux entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous devons financer, c'est le développement économique avec un certain nombre aussi
de tâches d'intérêt général. Je pense à tout ce qui est le logement social, je pense à ce qui va être demain le logement intermédiaire, où il faut qu'il y ait des fonds publics et des fonds privés qui concourent à cet investissement. Deuxièmement, il y a tout ce qui a trait à l'infrastructure. Vous n'avez pas de développement économique, vous n'aurez pas de bon environnement pour les entreprises, qu'elles soient moyennes ou grandes, si vous n'avez pas effectivement des infrastructures qui soient compétitives. Or là, nous voyons bien qu'à moyen et à long terme, il y a une insuffisance des infrastructures au niveau financier. Ce qui veut dire, c'est que, troisièmement, il nous faut en termes d'infrastructures aussi développer de nouvelles infrastructures, que ce soit dans le cadre du numérique, que ce soit sur la fibre optique, que ce soit dans tout le secteur des télécommunications. Moi, je suis frappé du fait qu'au niveau européen, on a vu un certain déclin se faire jour à partir du moment où on a vu le secteur des télécoms s'affaiblir par rapport aux autres grandes régions mondiales, et notamment à l'Asie et aux États-Unis. Et donc, il nous faut, au niveau européen, et là on a des raisons d'être optimistes, il faut qu'au niveau européen, nous ayons à la fois, comme l'a dit Baudouin, un cadre stable au niveau de la supervision des institutions financières. Deuxièmement, que nous ayons un cadre qui permette un financement à long terme et à moyen terme. Nous développons la Caisse des dépôts, ce n'est pas moi qui l'ai commencé, c'est mon prédécesseur, Augustin de Romanet, tout ce qui est club d'investissement à long terme, ce qui est des relations avec la KfW, avec la Caisse des dépôts italienne, avec des fonds qui sont des fonds de financement d'infrastructures, c'est extrêmement important. Je vous signale qu'en termes d'infrastructures au niveau européen, vous avez des projets qui ont été décidés en 1996 qui ne sont pas encore terminés. Je prends toujours l'exemple du Lyon-Turin, plus près de nous, Perpignan-Figueras, qui ne doit pas, Georges Terrier ayant une connaissance de géographie supérieure à la mienne, qui sont deux villes qui ne doivent pas être éloignées. Ben vous allez de Paris à Perpignan, c'est un peu plus long que de Paris à Aix-en-Provence ou de Paris à Montpellier, mais alors après, passer la frontière, ça devient quelque chose, et ça fait plus de 20 ans que c'est inscrit à l'agenda européen. Donc il y a quand même un problème de financement du long terme et des infrastructures au niveau européen où il faut que les Européens se remuent un peu là-dessus. Parce que, troisièmement, il y a la question qui finance. Et je vais terminer là-dessus. Je veux dire, le problème, c'est que les liquidités existent, mais que le centre des liquidités n'est plus forcément européen. Vous avez de l'épargne en Europe. Vous avez des sources d'épargne qui sont importantes, mais que des sources d'épargne qui sont utilisées par des tiers qui disposent de liquidités beaucoup plus importantes que nous. C'est la puissance des fonds anglo-saxons, c'est la puissance de fonds souverains qui sont devenus aujourd'hui nécessaires, et c'est pour ça qu'avec la Caisse des dépôts, nous travaillons avec des fonds souverains qui sont venus nécessaires au financement de notre économie. Mais moi, je suis très, j'allais dire, agnostique sur le sujet. Je trouve que si on en a besoin, et si on en a besoin pour redémarrer, il faut nouer ces accords, il faut avoir ces fonds pour aller soit à court terme, ce qui est le cas des fonds plus anglo-saxons, soit à long terme, ce qui est le cas des fonds souverains. Et disposer, quelle que soit l'origine des fonds, de liquidité est importante et nécessaire, mais il faut avoir conscience qu'en ce qui concerne les fonds souverains, leur puissance de frappe va être égale à d'ici 5 à 10 ans à 15% de la capitalisation boursière mondiale, ce qui n'est pas rien. Donc on en aura tous un peu besoin, mais ce n'est pas nous. Bon, il faut le savoir. Donc vous voyez bien qu'en conclusion, disposer du financement pour croître est une priorité. Il faut savoir qui dispose de la finance pour maîtriser la croissance, et que de savoir qui finance qui finance au service de la croissance est une question qui est un enjeu politique. Et par conséquent, il me paraît clair aujourd'hui, compte tenu des évolutions des rapports de force au sein de notre planète, que pour rester une puissance politique, pour rester une puissance stratégique, pour rester une puissance économique, eh bien, on ne peut pas renoncer à être une puissance financière. Merci beaucoup.
Je ne commence depuis quelque temps plus jamais mes interventions, et vous le comprendrez peut-être, sans exprimer ma fierté d'être banquier. Banquier de terrain, banquier de l'économie réelle. J'ai d'ailleurs une pensée pour mes collaborateurs qui, tous les jours, prennent des décisions de crédit, tous les jours, et qui parfois se réveillent la nuit en disant « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait ?» Comme les chefs d'entreprise, quand ils prennent des décisions sur leurs entreprises, et qui, au fond, se retrouvent plus aujourd'hui avec des augmentations fortes des incivilités dans leurs agences que de la considération qu'ils méritent. Voilà. Pour ce qui est du thème plus précisément, je voudrais, comme Baudoin Pro, rappeler que les banques françaises en particulier, ce n'est pas vrai d'ailleurs de toutes les banques dans les pays voisins, ont poursuivi avec constance leur mission de financement de l'économie ces dernières années. J'ai pris quelques chiffres que je trouve assez illustratifs pour les entreprises françaises. Je fais partie d'un très grand groupe, certes, je suis au comité exécutif du groupe CIC, mais aussi je dirige la banque régionale, donc je suis effectivement le local de l'étape. Mais on peut dire quand même que sur la période très récente, 8 entrepreneurs sur 10 ont vu une réponse positive à leur crédit sollicité. Peut-être pas un chiffre que tout le monde a à l'esprit. Et c'est une source qui n'est pas une source bancaire en tant que telle, donc elle est peut-être moins suspecte pour vous. Les taux pratiqués par les banques françaises sont inférieurs à la moyenne européenne. En février 2013, 2,16 en France, 2,92 en Allemagne, on est meilleur qu'eux, 3,83 pour la monnaie euro, pour la zone euro dans son ensemble. Les crédits aux entreprises ont augmenté sur la période récente. Celles pour les TPE, PME ont augmenté de plus de 2,2%. Les crédits à court terme ont progressé de plus 4,7% en rythme annuel, même s'ils se ralentissent un peu depuis le début de l'année. En parallèle, et malgré la conjoncture économique qui pèse sur le crédit à la consommation, les encours de crédit aux ménages ont cru de 2,1% sur 12 mois, avec là aussi des taux de prêt immobilier en particulier qui sont désormais inscrits pratiquement sous la barre des 3%. C'est quand même pas mauvais de le savoir de temps en temps, la Banque française est globalement performante. Aujourd'hui en France, l'économie est financée. Pour autant, la situation peut devenir plus tendue. Dans ce contexte, les entreprises adoptent une grande prudence aujourd'hui dans leur stratégie et font montre de retenue dans leurs investissements. Cet attentisme se traduit évidemment par une demande de nouveaux crédits plus faible, ce qui nous permet de mieux l'assumer, il faut être honnête. En cas de redémarrage soutenu de l'activité que nous souhaitons tous, il serait dommage que les besoins de financement générés ne soient plus satisfaits, notamment pour des raisons d'évolution réglementaire dont Baudoin Pro a largement parlé. Je ne vais pas trop m'y arrêter. Pourtant, ces évolutions conduisent mécaniquement à la réduction de nos capacités de financement et au renchérissement, le cas échéant, du prix des ressources. Je voudrais que nous fassions attention aux excès des règles. Il faut des règles. Tu as parfaitement raison de dire qu'il faut des règles. Il faut des règles, mais attention aux excès des règles. Est-il normal, dans la prééminence de la régulation, que mes collaborateurs étudient, par exemple, un dossier de financement d'entreprise, plus en termes de ratio de solvabilité, de ratio de liquidité, de ratio de levier, comme tu en parlais, Baudoin, plus qu'en fonction de l'entreprise elle-même et de son projet? Je dis non. Je vous rappelle qu'en France, et on l'a déjà dit, un nombre important des entreprises reste financé par le monde bancaire, et notamment pour les PME. Et je vais parler des PME parce que c'est quand même un sujet qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et j'ai à l'esprit les 10 millions de PME européennes qui ont, ces 10 dernières années, fait tellement d'emplois. Alors même qu'en face, peut-être, les fonds structurels ne leur sont réservés qu'à hauteur de 5-6%. Pourtant, les emplois, pour une bonne part, c'est eux qui les font. Donc ces PME, elles se financent encore énormément auprès des banques. Et la réduction de l'offre bancaire qui pourrait intervenir, qui interviendra, selon certains, créerait un manque difficile à compenser pour ce tissu-là. Alors c'est beaucoup plus simple pour les très grandes entreprises, et c'est beaucoup plus difficile pour des PME d'accéder facilement au marché obligataire et aux nouvelles formes de financement externe. C'est bien plus facile pour les grands groupes, et c'est sûr qu'ils sont en train de le faire très massivement, et nous le faisons comme nos confrères pour les accompagner. Je voudrais juste peut-être faire une petite réserve ou un commentaire qui peut peut-être vous parler.
Quand un dossier évolue mal, quand une entreprise va mal, on a à nouveau envie de savoir qui est son prêteur. Quand tout est titrisé, quand tel ou tel rachète des côtés, telle ou telle créance, etc., et que vous êtes dans la merde dans votre boîte, vous êtes content d'avoir quelqu'un qui vous connaît, parfois depuis des générations de partenaires financiers, et qui essaye de vous donner un coup de main pour passer un cap plus difficile en trésorerie. Et c'est beaucoup plus difficile quand vous avez des intervenants très différents qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, ni de rentabilité immédiate, ni de logique d'accompagnement, notamment quand on est en région, comme nous le sommes. Donc je crois que c'est un point qu'il ne faut peut-être pas oublier. Autre point, il est de bon ton de dire que les banques sont frileuses, surtout les banques françaises. Je rappelle que le comportement que nous avons eu sur les crédits immobiliers a été exemplaire et que je ne pense pas qu'aujourd'hui un seul citoyen français qui ait emprunté de l'argent auprès des banques pour faire un investissement immobilier ait à regretter que ce soit un prêt amortissable avec un peu d'apport, un peu de garantie qui a été mis en place plutôt qu'un prêt in fine qui ne fonctionnait que sur la valorisation du bien. Mais ce n'est pas le banc qui est particulièrement frileux, le pays est frileux. Et c'est pourquoi nous avons tellement besoin, on l'a déjà abordé, de réorienter notre épargne financière de précaution vers les entreprises. Je pense que l'annonce de la création des contrats d'assurance vie euro-croissance, les PEA, PME, tout ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faudra aller plus loin, mais tout ça va dans le bon sens. Autre point délicat, la bourse. Et j'attends avec beaucoup d'intérêt les explications de notre ami allemand sur l'excellente bourse de Stuttgart. Mais au fond, il est utile pour notre pays, pour nos entreprises petites, moyennes et moyennes grandes, d'avoir aussi un outil boursier qui leur soit dédié. Ça me paraît tout à fait important que ces entreprises puissent avoir un accès à cette façon d'aller de l'avant, qui représente très peu de choses aujourd'hui. Rappelons-nous, et c'est vous qui me l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il y a 20-25 ans, avec le second marché, ce n'est pas de la nostalgie, mais les Allemands regardaient ce que nous faisions en matière boursière. Et ce n'est pas l'inverse. On a beaucoup perdu. Pour ce qui est de mon groupe, le groupe Crédit Mutuel CIC, nous avons choisi d'accompagner aussi dans ce financement long. Pourquoi ? Parce que notre structure mutualiste, finalement, quelque part, nous permet, en finalement prenant l'essentiel de nos résultats annuels et en les transformant en fonds propres, d'accompagner dans le long terme nos projets et nos clients. Ça nécessite évidemment une grande proximité de les accompagner en fonds propres. Nous sommes, de ce point de vue-là, extrêmement bien organisés. Et puis nous avons une très bonne connaissance du tissu des PME. Mais que les chefs d'entreprise soient des héritiers d'une entreprise familiale ou fondateurs de leur propre entreprise, ils ont un lien affectif très fort avec elle. Donc pour ouvrir le capital, les convaincre de trouver une nouvelle étape de croissance avec des partenaires tiers, l'élément de la confiance et de l'idée de s'inscrire dans le temps est quelque chose de déterminant. N'est-il pas plus réaliste dans le monde d'aujourd'hui et de demain d'imaginer des TRI réguliers sur des périodes plus longues que de faire un coup rapide à chaque fois ? Je pense pour ma part que c'est sûrement beaucoup plus sain. Et donc cette relation de confiance qui peut ne tisser que dans la durée, nous, quelque part, on a une proximité avec les entreprises familiales. Notre groupe qui investit dans le long terme se retrouve finalement dans la même culture que ces entreprises familiales qui construisent avec la valeur travail plutôt qu'avec la valeur cupidité immédiate. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à avoir en intervention. Nous intervenons en fonds propres. Nous avons été sur la période récente, je pense au plan national, en étant dans plus de 600 entreprises avec plus de 2 milliards de nos fonds propres, le deuxième intervenant derrière le FSI. Et je vais aller beaucoup plus vite. Voilà, parce que le temps est terminer. Écoulé, là. Voilà. Dans un monde qui perd ses repères, mais vous pouvez garder des éléments pour le débat. Hein. Nos clients PME se reconnaissent dans cet accompagnement long terme. Je voudrais quand même insister sur un point de fragilité majeure, le faible niveau d'autofinancement des entreprises, qui est un point déterminant. De 2000 à 2012, il a baissé le taux de plus de 20 points. Or, cet autofinancement, c'est précisément ce qui dépend des fonds propres des PME. Il faut donc moins de dividendes, plus de fonds propres dans les entreprises pour leur développement.
J'en termine en disant D'un les mot. ressources existent, les entreprises rentables trouvent toujours leur crédit et leur financement. Donc plutôt que d'imaginer de nouvelles formes de financement public avec l'argent du contribuable qui est rare, la première chose qu'il faut que nous fassions, c'est permettre aux entreprises de restaurer leurs marges pour pouvoir investir, faire de la R&D et donc chercher de la compétitivité dans le monde international. Nous sommes à leur côté. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Anton. And Remy already put some words ahead of me. Sorry and excuses for the fact that I have to come over to you in English. It could have been in German as well, but I think the neutral ground when the two of us are communicating could be the right choice. Today I'd like to talk about something which is quite specifically a German phenomenon, although this has started already, like Remy said earlier, quite rightly, in France. And France actually gave the example how to go about and to do things. Again, it stopped somehow. I don't know why. It's a French phenomenon. Maybe we will find out in further discussions about it. Germany's small and mid-sized companies, SMEs, are commonly referred as the German Mittelstand. They have shaped the country's economy since 1945 in a way which probably never happened somewhere else. This Mittelstand had been the driving force behind the economic miracle during the 50s and 60s, early 60s at least, when the country recovered rather quickly also through external support, such as the Marshall Plan, for instance. Today, and now some numbers and some figures, approximately 3.5 million companies, 3.5 million Mittelstand companies, and these are companies with a workforce of between 50 to 500 employees, 3.5 million of them. They account for nearly 48% of the gross value added in Germany, as well as for 50% of gross investments, overall investments. And now the most important figure, they employ 75% of the German workforce. So Germany is not about Volkswagen, Siemens, BASF and the big companies. Germany is about this Mittelstand and medium-sized, small-sized companies. Something in addition which is very important, which is also striking because of current discussions of unemployment among the young population in Europe. We all know that in Spain we have the sad story of 60% of the youth below 25 are unemployed. Portugal almost has the same number. Greece has a very similar number. Now, in Germany only has 7%. Only 7% of the people younger than 25 are unemployed. Why is that? Because the Mittelstand is actually giving 80% of this youth the chance to learn something. The German way, I would call it this dual way of going to school on one hand and working at the same time accordingly. This model could be something applied in other parts of Europe, which could solve at least part of this stinging problem of unemployment among the youth. Any structural problems, of course, having said that, any structural problems encountered in this class of companies are likely to be transmitted to the economy at all and as a whole, and of course is very likely to cause macroeconomic upheaval. Mittelstand financing has been at the forefront of the public policy debate since the 60s and reflecting the continuous downward trend of equity ratios. Equity ratios meaning financing of companies through exchanges, through, we heard Düsseldorf, through exchanges such as Munich, Frankfurt in particular, and getting financing from the public, from capital collection places such as pension funds and insurance companies to these small companies. This didn't take place.
The emphasis has been on bank loan debt, meaning the company went to a bank, applied for a loan, and if they were happy, they were getting this loan. Now, since Basel II and since Basel III rather, and solvency, we all know that this is not any longer as easily possible as it used to be. So we have to find alternative ways. And these alternative ways are through issues of bond issues, of bond debt. In addition, private equity markets in Germany, and I myself, I was sitting for 10 years on the board of the alternative investment industry in in Germany, and tried to convince the lawmen which succeeded in the middle of the last decade to actually create a law which allowed capital collection places such as insurance groups and pension funds to invest in things such as hedge funds and private equity venture capital. The way venture capital works is very important for an economy, something which needs to be applied in Spain, in Italy, in France, in Germany, much stronger as it's currently. But one way to solve at least the problem of the solvency and Basel requirements would be to allow further issues in bond debt. Just as an example, how Germany, for instance, is a Mickey Mouse, and the Americans call it a Mickey Mouse market, the German Mickey Mouse market. And of course, many Germans are upset and say, why do you call it a Mickey Mouse market? And if you look at the numbers, the GDP weighting of the German economy is internationally quite significant and of course quite strong, meaning it's the fourth largest economy, and in OECD or MSCI terms, it has an international weight of about 12%. France is about 10%, just to give you a comparison. The US is ranging at 40%, Japan at 20%, just to give you some numbers. Now, looking at the market capitalization weighting of the economy. Market capitalization is the number of shares times the market value. And if you look at the number, how big the German economy is in market terms, you see and find out all of a sudden it's really a Mickey Mouse because it only accounts to 3% comparable to the market size of Hong Kong. Now, that shows how can I call it? How difficult it was to create a company with bank loans only and not going through exchanges. Germany has another problem, and that's the old age retirement system. The old age retirement system is a pay-as-you-go system in Germany. It's not capitalized, meaning the individual is not saving his money, and the savings are then invested in capital markets. The individual person on the street has to be convinced to invest at all. If you go to a Swiss individual, to a Dutch individual, to a Scandinavian individual, every American, every Brit, every Australian, they all are invested in capital markets, not the Germans and only a few French. And that's, of course, a problem because we're going to have an old age time bomb because somebody has to provide for this monies. It's not there. As a consequence, the typical Mittelstands company has to cope with an inadequate capital equity base, meaning they don't have the own equity raised through exchanges, they have it only through bank financing. And if the banks can't finance it any longer, they have to find other ways. And one way to do it is through bond issues. And even the individual is willing to buy these and invest into these bonds. Now, of course, investing in bonds is not without risks. Here we have to define certain ways how to rate bonds. That's a completely different scenario when we talk about rating issues, rating agencies. We all know what happened in 2008. Everybody was relying on rating agencies and were buying papers which nobody understood just because they had a good rating. So it's not as easy as it looks on the first glance. Alternative ways of mitigating these financing problems are now required. And
the emergence of another source of financing is now becomes visible. Bond issues of companies. Now, for me, I'm on a mission almost around the world, certainly in Germany, now I'm in France. It's the mission to say capital markets are not only evil. They are something which can help solve problems. And I think what is valid in Germany could be valid in France and will be valid in France as well, and in other European countries. And efforts are made to closer cooperate in these issues, to put together the experience of the two great nations, at least here, Germany and France, in order to create something which I would call it add value. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bedanke mich bei Ihnen. Und Merci beaucoup. Je me demandais, avant le début de cette réunion, et on me l'a fait remarquer d'ailleurs, si mon propos n'était pas hors sujet. J'avoue que, non, mais c'est intéressant d'être hors sujet, parce qu'au moins c'est la surprise. Mais Jean-Pierre Jouyet, notamment, m'a rappelé une chose importante qui fait que... Oui. Rapprochez-vous du... Qui fait que rapprochez bien le micro. La question de l'actionnaire, elle est centrale. Elle est centrale, et Jean-Pierre Jouyet l'a rappelé en rappelant que le financement de l'entreprise passe d'abord par le financement de l'entreprise par elle-même, avec ces deux composantes qui sont bien sûr la dotation en fonds propres, initiale ou ultérieure, et surtout l'autofinancement, bien évidemment. Et l'actionnaire dans cette dotation en capitaux propres apparaît, qu'on le veuille ou non, comme le seul pourvoyeur de fonds. Ce sont des fonds de nature particulière qui révèlent deux caractéristiques. Ce sont des fonds de long terme en général, les capitaux propres, et deuxièmement, ce sont des fonds à risque. Des fonds à risque, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique de distribution des dividendes, qui tente de créer une récurrence susceptible d'alimenter l'épargne et la rémunérer, il y a quand même dans le risque de création de valeur ou de perte de valeur un enjeu fantastique. Et la question de l'actionnaire est une question qui doit être repensée. Elle doit être repensée parce que la crise actuelle a mis l'accent sur les difficultés, le constat de l'éclatement de cet actionnariat. Les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un éclatement fantastique, un éclatement qui est amplifié par la globalisation, les origines diverses, culturelles, géographiques des actionnaires, très mobiles, très fluides, la financiarisation de l'économie qui est bien évidemment donnée aux actionnaires de nature financière, bien que le private equity se soit un petit peu discipliné et mobilisé, mais quand même une logique de court terme souvent, ou en tout cas de moyen terme court, qui a mené les entreprises à avoir une stratégie un petit peu éclatée aussi. Et puis enfin, il y a ce que je n'ose plus depuis hier, l'intervention de M. Klein, parler d'accélération du temps, mais disons de fragmentation en tout cas du temps, puisqu'aujourd'hui on peut être actionnaire avec les nouvelles formules de trading à haute fréquence l'espace d'une microseconde. Alors tout ça fait que la diversité de l'actionnariat pose un problème. Et cet actionnariat dans le quantum de la participation, la distinction sont les profils d'actionnaires, hedge funds, fonds souverains, fonds institutionnels, placements collectifs, actionnariat pour compte de tiers, fonds souverains, bien évidemment, on l'a rappelé, fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop quelle est la structure de l'actionnariat d'une entreprise. Bien évidemment, quand il y a un actionnaire de contrôle, on passe à un niveau supérieur par les biais de la consolidation et autres, mais quand il n'y a pas d'actionnaire de contrôle, il manque quelque chose s'il n'y a pas d'actionnaire de référence. Et vous l'admettrez tous, vous qui êtes familiers quand même de ces notions et de la vie d'une entreprise, société cotée a fortiori quand elle l'est, c'est que le débat sur l'actionnaire de référence est un mot qu'on utilise, mais il est rarement défini, il n'est pas codifié, et ce qui permet à beaucoup d'en revendiquer la qualité et beaucoup d'entreprises de l'espérer. Alors, au-delà de ces profils d'actionnaires, distinctes, il y a des problèmes de comportement, et c'est là le plus grave. Les comportements d'actionnaires activistes, vous les connaissez, les fonds qui, bien sûr, dans une logique de court terme, bousculent les virages stratégiques, bousculent la gouvernance des entreprises pour créer de la valeur à court terme. On en voit l'exemple tous les jours. Et il y a également des fonds, plus ou moins, ou des actionnaires fidèles ou volages, amicaux ou hostiles, actifs ou passifs, et bien évidemment, tout cela est très difficile dans une logique de long terme. C'est la raison pour laquelle plus le capital d'une entreprise est éclaté, plus elle doit mettre en œuvre
Et c'est une question qui est insistante et qui doit se revisiter au cœur même des sociétés. Qu'est-ce qui est de nature à susciter, à permettre la mise en œuvre dans un horizon temporel de long terme d'un arbitrage, d'une cohésion entre les différentes attentes et les différents profils des diverses catégories d'actionnaires. En d'autres termes, qu'est-ce qui permet de promouvoir un alignement des intérêts qui permet bien évidemment dans le temps d'avoir une cohésion durable? C'est une vraie question. La réponse, on peut la trouver bien évidemment dans l'intervention du capitalisme d'État. Un peu provocateur l'expression et plus du tout à la mode. Et pourtant, l'intervention du FSI, par exemple, pour ne pas le nommer, est une intervention qui peut apparaître contraignante à beaucoup d'émetteurs ou à beaucoup d'entreprises. Elle l'est. Elle est notamment contraignante au niveau du business model, au niveau du reporting, au niveau de la gouvernance. Mais elle est extrêmement structurante. Pourquoi ? Pour une raison simple, au-delà du fait que la présence du FSI dans les entreprises inframarginales ou fragiles rassure les tiers et les marchés, c'est comme ça, il y a quand même une qualité dans l'actionnaire d'État, dans l'actionnaire public, c'est qu'il est contraint par culture, par réglementation, par sa propre gouvernance, de donner aux sociétés dans lesquelles il est, en tant qu'actionnaire, une lisibilité, une visibilité. Et aujourd'hui, je crois que les entreprises confrontées à un contexte de crise ont d'abord besoin d'une visibilité en général et d'une visibilité du comportement de leurs actionnaires. Alors ça pose bien évidemment le problème de l'actionnaire de référence. L'actionnaire de référence, comme je vous l'ai dit, il n'est pas du tout codifié, il n'est pas réglementé, et pourtant tout le monde en rêve. L'actionnaire de référence, c'est celui qui adhère à la stratégie de l'entreprise dont le management est dépositaire, c'est celui qui accompagne les mutations de modèles, c'est celui qui, parce qu'il comprend le modèle économique, est prêt à attendre la réalisation du cycle économique pour pouvoir tirer les fruits le moment venu et éventuellement par une politique de dividendes sobre et mesurée dans l'entretemps. C'est quelqu'un qui accompagne, et là le problème du choix de l'actionnaire de référence, il est majeur. Alors bien évidemment, il ne viendra et il n'aura tout son sens que pour autant que l'entreprise ait deux piliers très concrets. C'est un, la définition d'une stratégie claire, et deuxièmement, une gouvernance qui permet à cet actionnaire de référence de s'impliquer, qui permet aussi à tous les stakeholders de s'y intéresser, et je pense notamment à l'actionnariat salarié, dont on ne voit pas assez l'importance et dont on ne décrit pas assez le caractère central. Alors cette stratégie, c'est simple, elle fait l'objet bien évidemment d'un organe social, on en parlait avant la réunion, c'est le conseil d'administration. On a insisté trop lourdement, de façon trop démagogique, pour le juriste que je suis, avec l'AFEP, MEDEF, le Code, etc., sur la composition du conseil d'administration. C'est bien évidemment important. L'indépendance de l'administrateur, c'est cardinal. La féminisation des conseils, c'est déterminant. Le problème des conflits d'intérêts et de leur prévention, c'est fondamental. Mais ce qui compte davantage, c'est le problème de l'élaboration de la stratégie, des débats. Et ça suppose bien évidemment une composition du conseil par des administrateurs qui soient peut-être plus proches des partenaires stratégiques de l'entreprise et que peut-être ils ne sont pas nécessairement indépendants. Et je pose la question, est que dans une société en difficulté, une société en mutation, une société en retournement, est-ce que l'indépendance des administrateurs au sens du code AFEP-MEDEF est une vraie vertu ? On peut en tout cas se poser la question, car il faut des administrateurs impliqués parce qu'ils représentent des actionnaires actifs. Voilà donc ce que je voulais vous dire. C'est une démarche qui est un petit peu générale, mais elle revient à cette vérité fondamentale que l'actionnaire, c'est le premier payeur. Aujourd'hui, quand il y a des difficultés d'entreprise, le CIRI lui-même exige une contribution des actionnaires. La COCHEF, la Commission des chefs des services financiers, pour accorder des moratoires en matière de cotisation sociale ou fiscale, exige la contribution des actionnaires. Quels sont les actionnaires qui vont contribuer dans ce genre de difficultés, dans ce genre de mutation, si ce ne sont pas des actionnaires qui accompagnent la société dans le long terme, qui y croient, qui sont structurants et donc qui ont une part dans la gouvernance et dans l'implication de capital qui est de long terme. C'est tout le problème aujourd'hui de la façon dont il faut repenser l'actionnariat des entreprises, des sociétés, y compris celles cotées d'ailleurs, qui n'ont pas d'actionnaire de contrôle, parce que là le modèle est totalement différent, dans la perspective d'un retournement des entreprises, notamment, je ne dirais pas en difficulté, mais disons des entreprises qui ont besoin en tout cas d'une mutation de leur modèle industriel. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Jean-Baptiste Zemba, je suis étudiant à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris.
Donc ma question aujourd'hui, c'est donc les banques en tant qu'intermédiaires financiers, ce sont celles qui fournissent le lien entre les idées d'investissement et les investissements eux-mêmes. Ce sont elles donc qui permettent à des projets de prendre vie, surtout en Europe où 70% des entreprises se financent dans les banques au lieu des marchés financiers. Aujourd'hui, la priorité de l'économie mondiale, c'est le développement. Mais depuis quelques années, il faut prendre en compte le réchauffement climatique et l'environnement. Du coup, ma question c'est, est-ce que les banques les banques ont une responsabilité aujourd'hui est-ce que les banques ont une responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce qu'elles doivent être incitées à financer des projets respectueux de l'environnement et au contraire limiter le financement de projets qui ne respectent pas l'environnement et qui engendrent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que l'environnement fasse partie du scoring, en quelque sorte, de l'évaluation des entreprises qui sont soutenues par les banques. Qui veut répondre? Oui, juste dire, dans le cas de BNP Paribas, mais c'est vrai, je crois, pour un certain nombre de nos grands concurrents, il y a deux choses. Au niveau mondial, il y a des principes qui s'appellent les Equator Principles, parce qu'ils ont été définis dans une réunion qui avait lieu en Équateur, et qui sont un certain nombre de principes de sélection des investissements, que BNP Paribas a souscrit à ces principes. Et puis, plus précisément, nous avons déjà dans 6 domaines, dont je peux en citer 4, l'industrie de l'huile de palme, les industries de la défense, l'industrie du nucléaire et aussi tout ce qui est centrale à charbon. Nous avons défini des politiques internes BNP Paribas d'exigence qui nous permettent de sélectionner les projets et de faire que s'il y a un projet d'investissement dans une centrale à charbon qui ne répond pas à des critères assez stricts en matière de relâchement de CO2 ou si en matière de site nucléaire on estime qu'il y a des risques sismiques. Enfin, bref, ces politiques sont assez précises et exigeantes et elles sont désormais appliquées par nos comités de crédit au niveau mondial. Donc oui, c'est quelque chose que nous mettons en œuvre et là je dirais que ça va au-delà. On est bien au-delà des obligations légales. Ce ne sont pas des obligations légales, ce sont des obligations que BNP Paribas s'est fixées à lui-même. Non, je dirais en ce qui concerne la Caisse des dépôts et consignations, dont je rappellerai à mon ami Rémi Weber qu'elle ne prend pas l'argent des contribuables, mais qu'elle essaye de faire fructifier celle des épargnants, qui ne s'en plaisent pas. Non, je disais que la Caisse des dépôts ne prenait pas l'argent des contribuables, mais qu'elle collectait celle des épargnants en essayant de le faire fructifier le mieux possible. Jusqu'à présent, ils ont l'air d'être contents, puisque les dépôts augmentent encore. Mais ça, c'est peut-être un clin d'œil. Sur la responsabilité environnementale, nous sommes effectivement, comme les autres établissements financiers, nous sommes conduits à analyser chaque projet au vu de l'impact qu'il a sur l'environnement. Et dans chaque comité d'engagement ou d'investissement que nous avons à la Caisse des dépôts, tiens, monsieur Sylvain, ici présent, il analyse tout ce qui est impact environnemental. Et nous avons même également dans Caisse des dépôts 2 impératifs majeurs qui sont tout ce qui a trait à la protection de la forêt, protection des bois, à la constitution de filières bois et à la protection de la biodiversité. Nous avons une société qui est consacrée à la protection de la biodiversité. Voilà. Bon, en même temps, il ne faut pas être naïf. Les banques ne financent pas que des projets absolument vertueux du point de vue de l'environnement. Alors, il y avait monsieur, voilà, il y a beaucoup de questions. Et ensuite, là-haut, promis. Donc, monsieur, on vous donne un micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro là-haut? D'accord, non, mais vous avez qu'un seul micro en salle? Ok, donc il faudra en chercher un deuxième, comme ça on en emmène un là-haut, ça nous fera gagner du temps. Monsieur, allez-y, merci. Bonjour. De vous présenter. Frédéric Lacroix. On a beaucoup parlé en fait de financement avec les banques, mais le shadow banking, en fait, pour vous, risque ou opportunité? Question précise, réponse. Je crois qu'en France, le shadow banking est assez peu développé.
Et le shadow banking en France, c'est essentiellement les SICAV, les OPCVM, le private equity. Donc je ne crois pas qu'en France, il représente un grand risque. Il s'est développé très vite en Chine. Il est développé de façon beaucoup plus importante aux États-Unis. Et là, il peut représenter un risque. Mais je crois qu'en France, il est encore très, très minoritaire. Je ne le vois pas présenter un risque en France. Mais il y a la Grande-Bretagne aussi. Et le fait que ça pompe de la liquidité qui pourrait financer plus facilement l'économie réelle. Ça ne pompe pas de la, enfin, le shadow banking, il est plutôt un fournisseur de liquidité et d'épargne. Il n'est pas un pompe. Il n'en pompe pas. Simplement, il se trouve qu'il est régulé de façon différente et que donc, ce que l'on peut craindre, c'est qu'en surrégulant le secteur bancaire, on pousse les opérations à se faire dans le secteur du shadow banking qui, lui, n'est pas régulé. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus, dans une économie moderne, se passer, disons, de fonds de pension, d'OPCVM, de private equity et même de hedge funds qui sont shadow banking. Donc la question sur laquelle les régulateurs se penchent, c'est jusqu'à quel point faut-il réguler ou contrôler aussi dans une supervision, ce qu'ils appellent macro-prudentielle, le shadow banking et pas seulement l'activité des banques. Monsieur là-haut, on reviendra en bas après. Monsieur. Oui, bonjour, ça marche, oui. Ouais. Bonjour, je m'appelle Rémi Mangin, je suis entrepreneur depuis 27 ans. J'ai une PME de 100 personnes qui fait environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 27 ans, je n'ai jamais réussi à avoir un seul crédit pour financer mon développement parce que je suis une société de services. Et vous l'avez financé comment? C'est moi-même qui suis le seul. Donc les 100% de bénéfices que je fais à l'année vont toujours pour développer mon entreprise. Donc je n'ai pas un rond depuis 27 ans, mais ça se passe très bien. Et je suis client de banques, mais si 9 crédits sur 10 sont... C'est plutôt un témoignage, donc, mais si 9 crédits sur 10 sont honorés et acceptés, moi, j'ai personnellement jamais pu présenter un dossier comme ça, puisque mon interlocuteur, à chaque fois, me déconseille de le faire, donc je ne viens pas esquinter vos chiffres. Voilà, c'est sans agression. Je pense que ce n'est pas à vous de financer ça. Le gros problème qu'on a de trésorerie, c'est que ce sont les entreprises qui financent leur trésorerie. On a des délais de paiement qui sont horribles, et je ne sais plus le nombre de milliards qui traînent entre nous, entrepreneurs. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas votre job à vous. Merci. Rémi Weber. C'est des applaudissements qui sont... Vous voyez qu'entre votre statistique et le perçu ou le vécu, il y a parfois un écart. Je vous remercie d'être client chez moi déjà. Deuxième point, j'ai donc bien compris, vous avez bien fait de le préciser, que vous êtes bien dans la logique de toute la circulation intra-entreprise. Et là, on est bien dans toute la problématique, si vous voulez, qui tourne finalement autour de tout ce qui est assurance crédit, etc., et délai de paiement, et toute cette problématique-là. Donc, c'est vrai que c'est un élément de complément. Je pense que le plus simple, c'est qu'on se voit tout à l'heure. Monsieur, vous avez parfaitement plaidé votre cause. On revient peut-être en bas pour une question. On reste en haut. On reste Joël en haut. Rosenberg, j'ai une question pour Jean-Pierre Jouyet et une pour Baudouin Pro. Celle de Jean-Pierre Jouyet, c'est de savoir, puisqu'il a mentionné qu'il est en train de travailler avec des fonds souverains pour monter des fonds. C'est ce que ces fonds souverains ayant beaucoup plus d'argent que ce que nous pouvons avoir en France, ou ce que la Caisse peut avoir, est-ce qu'il a les moyens de cofinancer et de financer des fonds d'investissement avec ces fonds souverains? Et la seconde question est pour Baudouin Pro. Ça n'a rien de personnel pour Monsieur Pro. Il y aurait un autre grand banquier, je dirais la même chose, ils auraient un autre exemple. La BNP, mais d'autres grands établissements bancaires ont, depuis 25-30 ans, financé le capital risque, lancé des fonds, les ont amorcés, ont été sponsors. Je pourrais citer des dizaines d'entreprises qui ont été financées par leurs fonds, et notamment ceux sponsorisé par la BNP. La BNP s'est retirée de ces fonds, on le sait, parce qu'il y a les normes prudentielles, etc. Mais ce matin, il y avait un intervenant, M. Bourguignon, pour le citer, qui disait quelque chose qui m'a paru... Alors, c'est pour répondre au dernier intervenant, je suis tout à fait d'accord avec lui, sur la façon dont il est absolument exemplaire d'être épaulé par le FSI, mais le FSI a ses normes, c'est un fonds public, Monsieur Bourguignon disait,
Dans un certain environnement, une société qui va faire un très bon profit ne va pas avoir de support de capital investissement, de capital bancaire, de fonds bancaires, et une qui aura un beaucoup moins bon profil de profit, mais aura un environnement sympathique aux banques, au capital investissement sera plus dans le trend, et lui va se faire financer, il disait c'est absolument dramatique. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait une diversité d'acteurs, et qu'il vaut mieux avoir 100 fonds de capital risque avec 10 qu'un seul fonds avec 1000. Aujourd'hui l'État est en train, quand on regarde les déclarations d'État, en train de dire la BPI va tout faire. Et je pense qu'il y a une multiplicité d'intervenants nécessaires. Et je regrette que les grandes banques se retirent de ce système de financement de sponsorisation de ces intervenants. Baudouin Pro va réagir. Après, votre question pour Jean-Pierre Jouyet. Merci d'être concis dans les questions, parce qu'il y en a beaucoup, si vous voulez qu'on en prenne un maximum. Alors Jean-Pierre Jouyet, peut-être d'abord. Alors je vais être concis sur 2 points. Premier, en ce qui concerne les fonds souverains, avec la Caisse des dépôts, nous allons à chaque fois investir à parité. C'est ce que nous avons fait avec les Chinois, ce que nous avons fait avec les Koweïtis, ce qu'on fait avec les Qataris et ce que l'on va faire avec les Émiratis, voire les Russes. Mais à chaque fois, on investit à parité, c'est-à-dire c'est 200, 200, 150, 150, 300, 300 quand on a les moyens. Mais enfin, je vous dis, on a des bilans plus contraints. Deuxièmement, par rapport à ce que vous avez dit quand même pour délivrer Baudouin, sur le FSI, la BPI, il faut bien voir que maintenant, tout ça va être dans le cadre de la Banque publique d'investissement et sur la partie BPI, justement, investissement. Pour que ce soit bien clair, nous avons adopté, il y a 8 jours, une doctrine d'intervention. Dans cette doctrine d'intervention, nous allons, comme cela a été dit par Georges Terrier, nous allons intervenir en minoritaire sur des projets qui nous paraissent à moyen et à long terme important, structurant pour l'activité économique du pays, avec des fonds, avec des banques. Donc ce n'est pas contre les banques, ce n'est pas contre les fonds, c'est avec, parce que c'est la logique de l'intervention de la Caisse des dépôts depuis une trentaine ou une quarantaine d'années qu'elle intervient au service des développements des entreprises. Donc ça ne sera pas modifié, je veux être clair avec vous. Et lorsqu'il y aura des problèmes de retournement et des problèmes de conjoncture, nous interviendrons également, pour que ce soit clair entre nous, nous interviendrons également avec des fonds spécialisés dans ce domaine, des banques spécialisées dans ce domaine. Mais nous n'interviendrons pas seuls, y compris sur ces opérations. Voilà. Juste, premièrement, nous gardons un outil qui s'appelle BNP Paribas Développement, qui a un budget de 150 millions d'euros par an pour intervenir sur un ticket moyen de 5 millions d'euros, donc vous voyez une trentaine de dossiers de PME sur lesquels nous continuons à faire du capital développement, donc sur des entreprises en phase de développement. Et deuxièmement, nous avons aussi notre assureur, BNP Paribas Cardiff, qui avec d'autres assureurs vient de créer un fonds. C'était dans la presse il y a quelques jours. Ils viennent de prendre 5% notamment de SEB Entreprises. Donc là aussi, nous essayons à travers le bras assureur vie de BNP Paribas d'avoir une activité qui se poursuit d'intervention en fonds propres. Et puis bien entendu, nous allons continuer notre partenariat avec ex-OSEO, FSI, maintenant BPI, dans les régions. Voilà. Donc nous, dans la mesure du possible, nous allons continuer à rester actifs directement et indirectement en matière de fonds propres, ce qui nous semble important. Monsieur, allez-y, vous avez le micro. Oui. Ensuite, on passera à madame, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames qui se sont exprimées jusqu'à présent. Très bien, bonjour. Hugo De Gentil, je suis étudiant à EM Lyon Business School et je suis également entrepreneur. Alors le thème ici, c'est financer l'économie. Il y a un acteur qui n'est pas représenté, un type d'acteur qui n'est pas représenté, les plateformes de financement collaboratif et de crowdfunding. Je voudrais connaître votre avis sur la question, votre point de vue. Je sais qu'il y a des frictions de temps en temps entre notamment les fonds de capital investissement et ces plateformes-là. Oui, est-ce que c'est un mode de financement qui vous paraît avoir de l'avenir et pertinent, hein? Qui veut répondre à cette question? Vous les avez collés, bravo. Non?
Voilà. Rémi Weber. J'ai fait semblant de ne pas y arriver pendant une seconde pour me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il n'y a pas une forme de financement privilégié. Et quand on est dans des logiques de capital-risque, et en plus autour de projets qui sont des projets un peu avec des notions de solidarité autour d'un projet avec quelques intervenants, etc., il faut trouver la bonne structure de financement qui puisse à la fois préserver au plan juridique l'ensemble des dispositifs et en même temps donner un coup d'accélérateur aux start-up dont vous parlez. En ce qui concerne la Caisse des dépôts, nous regardons, sous contrôle de comment le cuivre, nous regardons quand même les possibilités de faire en sorte de travailler effectivement avec ces nouvelles plateformes collaboratives et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons nous insérer, les inciter également dans le cadre de développement de start-up. Oui, Viviane Netter. Madame, levez-vous, on vous verra mieux. Oui, Viviane Netter. Alors, je suis membre du comité régional d'orientation de la BPI et je m'étonnais que le mot n'ait pas été encore prononcé, mais Baudouin Pro et Jean-Pierre Juillet viennent d'en parler, donc je peux laisser la parole à une autre personne. En tout cas, je suis ravie qu'il y ait collaboration entre les banques et la BPI et le FSI, et merci pour la précision sur la doctrine. Merci. Alors, il y a monsieur qui est devant, comme vous êtes juste à côté. Un petit micro. Question peut-être pour monsieur Jouillet et pour nos amis banquiers. Le financement long, c'est, vous l'avez rappelé, les capitaux propres. Et il me semble qu'un certain François Hollande avait annoncé un taux d'imposition réduit en fonction de la taille des entreprises et du réinvestissement. C'est un sujet dont on entend peu parler, donc je me posais la question, petit 1, du calendrier politique 2015, 2016, 2017, 2018 pour se faire élire. Et deuxièmement, du point de vue des banquiers, sur l'insuffisance de fonds propres dans les entreprises. Étant entrepreneur, je ne résiste pas à l'envie de dire que je suis CIC et très content. Ben, je prends la parole. Voilà, non, je prends la parole juste pour... Je ne peux pas m'insérer dans votre question de calendrier politique, mais ce que j'ai voulu dire quand je parlais de marge des entreprises, quand on parle de la marge des entreprises, pour les restaurer, pour qu'elles soient plus à même demain d'avoir les moyens de leurs investissements, des R&D, etc., il est évident que l'aspect fiscal est déterminant dans cette restauration des marges. Donc c'est ça que je voulais dire. Maintenant, vous m'avez demandé de le préciser. Et juste deux illustrations. En ce qui concerne BNP Paribas, on est une entreprise et nous avons depuis plusieurs années réduit assez fortement notre taux de distribution des bénéfices et nous avons aussi fait des distributions de résultats sous forme d'augmentation de capital en actions pour garder plus d'argent dans l'entreprise. Donc je crois que ce que nous conseillons à nos clients de faire, qui est d'augmenter leurs fonds propres en mobilisant leur autofinancement, nous avons donné l'exemple en le faisant nous-mêmes. Puis deuxièmement, je crois que effectivement le problème des fonds propres est vraiment un problème important pour les PME françaises. Et ce qui a été dit par l'un des intervenants, je ne sais plus si c'est Anton Brender ou qui, a dit qu'actuellement le taux d'autofinancement des entreprises françaises est au plus bas, disons, des 15 dernières années. Donc il y a un vrai problème de compétitivité des entreprises et le niveau de l'autofinancement est tout autant un problème que sa rétention. Il y a vraiment un sujet d'autofinancement et donc là, ça rejoint à la fois le coût du travail, enfin, tous les sujets de compétitivité de l'économie française. On a un vrai sujet en relatif de niveau de taux d'autofinancement. Nous sommes à un point bas dans le temps et nous sommes à un point bas comparatif aussi si on se benchmark par rapport aux autres pays européens. Georges Douillet, vous avez peut-être des infos sur le calendrier des réformes fiscales. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous les donner semaine par semaine. Non, vous avez une... Non, mais j'ai fait de la fiscalité depuis longtemps. Vous pensez bien que si je savais tout ce qui était dans la tête du président de la République, Jean-Hervé Lorenzi m'aurait demandé de faire la clôture de l'ensemble de ces journées et de faire les annonces qui auraient permis un truc. Donc, voilà, exactement. Mais comme il arrive justement, il est très doué quand même, Jean-Hervé Lorenzi. Voilà. Mais comme je ne suis pas dans la tête, dans toutes les pensées du président de la République, et heureusement, et que je remplis ma fonction comme je la dois le remplir, je répondrai comme l'ont fait Rémi Weber et Baudouin Pro. Je l'ai dit tout à l'heure, Georges Sérier l'a souligné, ce qui est important, c'est que
au départ, l'entreprise et les fonds qui lui permettent de se lancer, de faire les choses. Et beaucoup dépend de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je parle personnellement, je n'engage personne, hein, pour être clair avec vous. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut que vous ayez au départ un environnement fiscal et social suffisamment long qui permette de mettre les fonds propres sur la table et de développer un projet. Ça existe dans certains cas, ça existe en Allemagne, ça existe dans d'autres pays. Je crois que chez nous, il y a un problème à la fois d'environnement sur, on peut appeler ça les auto-entrepreneurs ou autre chose, ou ce qu'on a fait il y a 20 ou 30 ans, mais enfin on cherche toujours comment est-ce qu'on favorise vraiment la constitution de fonds propres. Et troisièmement, pour avoir commencé ma carrière dans la fiscalité, je crois qu'il est important que l'on ne confonde pas ce que sont des mesures de rendement fiscal avec les mesures qui sont liées à l'autofinancement ou au développement des fonds propres des entreprises. Et ça, c'est une question qui va nous être plus spécialement adressée dans les prochains mois ou prochaines années. Mais on ne peut pas aller, en tout cas, plus loin, et dans mesures de rendement et mesures de rendement, savoir ce qu'on va faire sur le plan économique et à l'égard du développement des entreprises. Alors, il y a une dame en rouge qui vous demandait le micro. Oui, Guylaine Alajoanine, je suis présidente du Haut Conseil de la télésanté et Télémédecine sans frontières. Le marché du home care, qui est un marché de 500 milliards, 30 ans de croissance, qui est le marché du soutien à la personne. Quand on cherchait un remède à la crise, c'en est peut-être un. Là, tout le monde sait que c'est mathématique. C'est bien. Vous dites qu'il faut aider les petites entreprises. Vous dites que la BPI va donner 30% et il va falloir que cette petite entreprise, elle cherche les autres partenaires pour faire le total dont elle a besoin. Entre gitans, il ne faut pas se raconter la bonne aventure. Les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens d'entretenir des chercheurs de fonds pour alimenter leurs entreprises. Alors, qui va faire ce travail? Première question. Deuxième question, je voudrais agresser personne là-dedans, mais deuxième question, dans vos comités, je dirais, d'attribution, on parle là de la e-santé. Hier, j'étais avec le Premier ministre qui a lancé la filière santé, et on a eu un mal fou pour que ça soit la filière industrie et technologie de la santé, pour pas qu'il y ait simplement que la molécule, mais aussi que l'apport des technologies à la santé. Comment vos conseils d'attribution, qui avez-vous comme expert sur la e-santé dans vos conseils d'attribution? Merci. Bon, on rentre peut-être un peu dans le détail, mais c'est peut-être un peu... Bon, on va répondre quand même. Allez, Monsieur Weber, mais très, très vite pour qu'on puisse prendre une dernière question. Et là, je me colle là, on est même plus questions. Premier point, madame, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Premier point que vous évoquez. Je ne sais pas si c'est très populaire ce que je vais dire. C'est sûr que c'est difficile quand on n'a pas beaucoup d'expérience pour aller chercher des fonds. Malgré tout, il y a dans notre pays beaucoup de guichets. Alors il y en a peut-être trop, on peut essayer de considérer qu'il faut les ramener, etc. Mais il y a aussi autre chose. À un moment, il ne faut pas non plus être assisté. Quand on crée sa boîte, à un moment, il faut y aller. Et je ne donne pas de conseils, je finance des entreprises. Donc j'ai le droit de le dire. Il y a un moment aussi que c'est un élément de tri. Alors je m'excuse de le dire de façon aussi brutale, mais quand on veut avoir pour soi l'envie de développer une entreprise, il faut être couillu, il faut y aller. Et dans le fait d'y aller, il faut aussi être capable d'aller voir les 2 ou 3 guichets où l'argent est, parce qu'il y en a un peu partout. Je m'excuse, c'est une réponse qui ne vous conviendra pas, mais c'est quand même la réalité. Sur le deuxième point, je ne sais pas répondre. Bien. Dernière question. Il y avait un monsieur là-bas. C'est vous, monsieur. Voilà. Puis parce qu'après, on va conclure. On peut peut-être avoir un dernier mot de monsieur Barr, s'il nous dira qu'on n'a pas réentendu. Monsieur, allez. Bonjour. Donc, c'est une question pour Baudouin Prott. En fait, ma question... Pardon. Pro. C'est pour savoir, en fait, l'impact de l'application des normes BAL sur le financement des entreprises en France. Comment ça va se passer? Est-ce que certaines interviews de banquiers qui parlent d'une réduction des prêts à moyen terme, est-ce que BNP Paribas et dans une certaine mesure l'ensemble des acteurs bancaires est dans cette logique-là? Baudouin Pro. Nous avons fait des efforts d'augmentation de nos fonds propres et nous avons fait
toute notre action depuis 2 ans vise à être adaptée et à respecter les nouvelles réglementations sans pénaliser la distribution de crédit à l'économie. Donc nous restons disponibles pour financer les entreprises et nous venons de reprendre un engagement d'une enveloppe de 5 milliards d'euros et 40 000 projets pour les TPE-PME. Donc la demande de crédit, en plus de ça, en ce moment, est relativement faible, je dirais malheureusement pour des raisons de contexte économique général. Donc il n'y a pas à craindre de rationnement du crédit, à la condition qu'on n'en rajoute pas en termes de réglementation financière et qu'en termes de règles prudentielles, on en reste là où on en est aujourd'hui et qu'on ne rajoute pas une louche. Donc ça, c'est un point sur lequel nous sommes évidemment très attentifs. Voilà. Pour conclure très vite, peut-être juste un mot de M. Dietmar Barr. Que pensez-vous de nos débats, de nos interrogations franco-françaises vues de chez vous? Et puis ensuite, on demandera à Anton Brender de tirer la conclusion finale de ce débat. Voilà. Monsieur Barr, juste un mot sur votre ressenti. Ja, ich werde gerne ein paar Schlussworte. Again, I'm going to switch back to English in order not to completely deviate the translator for you. Again, I think it's a fantastic opportunity to interact with the public, with interested individuals. I think what should be done much more, not only here in France, across Europe, in order to be able to answer the looming questions and the current discussions which are going on, we need to teach more, and everybody, every individual need to get involved much more into financial issues, because no matter what, and Europe is a great production facility to create goods, high quality goods, technical goods. But the financial world is actually the much more important one. And I think the kind of knowledge about it, how it works, how important it is by far not representative enough how it should be. I think these 3 days, especially with the great organization we have seen here, should help slightly. I hope there are more of these kind of exhibitions of the industry, much more critical words. We are glad to take them on and to answer them in a proper way. Thanks for the attendance, thanks for the organization, and good luck for us all. Anton, est-ce qu'on a réhabilité le financement de l'économie? Ouais. Il faut appuyer sur le petit. La conclusion a été tirée. Je voudrais juste ajouter 2 mots. Il y a un relatif accord qui s'est dégagé autour de cette table, pas complètement peut-être avec le public, mais en tout cas autour de la table, sur le fait que le rôle des banques allait se réduire, que le rôle des marchés allait monter, qu'il y a des besoins de financement qui ne sont pas satisfaits. Sur tout ça, il y a eu vraiment un accord, et donc on doit transformer la structure de notre système financier. Le seul point que je voudrais ajouter, c'est qu'on a dit aussi qu'il y avait de l'épargne qui est disponible au niveau mondial. C'est une chance. Elle ne va pas durer longtemps. Autrement dit, on a la chance de vivre dans un monde, la chance, si je puis dire. En tout cas, les taux aujourd'hui sont à un niveau, les taux à long terme sont à un niveau qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ils ne vont pas le rester pour toujours. Autrement dit, si nous ne sommes pas capables rapidement de réorganiser notre architecture financière pour tirer parti de cette épargne qui est aujourd'hui disponible dans l'économie mondiale, eh bien, on ne la retrouvera pas et on aura raté un certain nombre d'investissements dont on aurait pourtant grand besoin. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à tous. Pardon pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, mais il reste encore quelques débats. Merci.